Bonjour à tous et bienvenue sur le bon MJ. Aujourd'hui on se retrouve pour une review de Symbaroum, un jeu dont j'ai déjà pas mal parlé. Je vous en avais parlé déjà l'année dernière si vous suivez depuis un moment la chaîne, si vous la suivez depuis le début. J'en avais parlé, j'avais dit que j'y jouerais, j'ai mis énormément de temps à y jouer, mais maintenant c'est fait, je commence à y jouer, je suis actuellement à 3 parties de Symbaroum, j'en ai une ce soir parce que je tourne la vidéo le jour où elle sort. Et j'en ai encore une autre jeudi, donc là c'est parti, je joue à Symbaroum enfin. C'est un jeu qui me fascine, que j'adore pour son univers, même pour ses règles, même si elles ont leurs défauts, même pour beaucoup de choses. Mais en même temps, comme je disais, il y a des défauts, et j'aime quand même le jeu. C'est une relation assez particulière que j'ai avec ce jeu, avec lequel je commence à jouer, que j'apprécie toujours autant feuilleter. Il y a une grosse gamme, là on va se concentrer sur le livre de base. On commencera par une présentation succincte, le feuilletage, je vous donnerai mon avis. Mais avant qu'on fasse tout ça, j'ai 2-3 trucs à vous dire. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez utiliser les timecodes, mais restez parce que ça va peut-être vous intéresser, bande de petits curieux. Donc première chose, je rappelle que je participe au DICE. Donc si vous voulez aller voir le replay de la partie à laquelle j'ai participé, elle est sur la chaîne de Roller Die. Le concept, c'est que on est plusieurs participants. Dans un monde un peu à la Battlestar Galactica, il y a plusieurs équipes, au fur et à mesure des gens disparaissent et à la fin il n'en restera plus qu'un. Donc voilà, c'est assez rigolo. Donc n'hésitez pas à aller voir le replay. Je vous en dis vraiment pas beaucoup plus parce que sinon je risque de vous spoiler, surtout qu'il y a quelqu'un qui meurt à la fin de chaque épisode. Si vous allez voir le replay, j'ai joué avec La Bonne Auberge, Aléa Jacta Est et Les Aliénés de Cthulhu. Alors bon, j'ai pas joué avec l'ensemble de ces gens, mais une personne de chacune de ces émissions évidemment. C'était sympathique, je vous invite à aller le voir, c'est un petit actual play dans lequel je suis joueur. Donc voilà, ça c'était très cool. Autre actual play auquel j'ai participé, donc c'est sur la chaîne YouTube ou Twitch, quand c'était un live, mais vous pouvez aller voir le replay sur YouTube, sur la chaîne de Linou Major 0. Et là on était plus dans une sorte de petite histoire d'horreur estivale. J'ai joué avec Kuro du Discord, 2 autres personnes et Linou Major 0 qui était maître du jeu. Je vous invite également à aller le voir, c'était très sympathique. Pour moi c'était une nouvelle expérience parce que je ne faisais pas de live jusque là, donc voilà, c'était sympathique. Ça donne envie peut-être de faire du live à un moment donné, mais faut que je réfléchisse à la technique et tout, donc ce sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, c'était très sympathique, je vous mets les liens en dessous si vous voulez aller voir les replays de ces 2 actual plays dans lesquels j'étais joueur. Et enfin, avant de parler de Symbaroum, autre chose, la bêta de l'Antre du Guerrier est ouverte. Depuis déjà 2 semaines, il y avait 30 places pour accéder à la bêta. Actuellement, il y en a 27 qui ont été prises. Il en reste donc 3 à l'heure où je vous parle, si ça n'a pas changé entre-temps. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Je rappelle, le concept, c'est des sortes de guides en ligne. Ça prend la forme, disons les mots, ça prend la forme d'une école en ligne. Le but, c'est pas de dire « je suis le professeur de jeu de rôle, faites exactement ce que je vous dis », mais c'est ça le format, c'est genre des vidéos, tutos, plutôt poussés. On essaye d'aller plus loin sur des concepts plus précis, en essayant de toucher à plusieurs attentes différentes, et l'Antre du Guerrier, c'est essentiellement consacré au combat. Il reste donc 3 places, vous pouvez aller voir si vous voulez. C'est aussi un moyen de soutenir la chaîne, mais en particulier pour la bêta, je préférerais que vous soyez quelqu'un qui sera prêt à nous faire des retours et donc à vraiment tester le truc. Si c'est juste pour nous faire une sorte de don, évitez. C'est pas... Pour la bêta, il nous faut vraiment des retours. Enfin bref, si vous voulez soutenir, mais surtout nous donner des retours, allez-y, c'est très cool. Maintenant parlons de Symbaroum. Symbaroum, c'est donc un jeu créé par Free Halligan. Donc j'avais déjà parlé de pas mal de jeux de Free Halligan comme Forbidden Lands, etc. Je suis assez fan. Et grosso modo, c'est un jeu de Dark Fantasy, à mi-chemin entre Princess Mononoke et Game of Thrones. Alors je ne crois pas que les gens de Free Halligan disent eux-mêmes ça de leur jeu, c'est plutôt genre la critique qui a dit ça, mais c'est pas tout à fait faux, même si c'est... Voilà, il y a d'autres inspirations que ça. Alors par exemple des inspirations un peu nordiques, je pense, des inspirations un peu Warhammer peut-être par moment. Enfin vraiment, il y a beaucoup de thèmes qui me parlent. C'est dark, ça parle de nature, de civilisation qui s'affrontent, qui se rencontrent. Je vous en dis pas beaucoup plus, et on va tout simplement commencer par le feuilletage. Une fois de plus, timecode, si vous trouvez que c'est trop long parce que voilà, je parle. Vous pouvez aller directement à la fin pour avoir mon avis sur le jeu. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur Symbaroum, parce que mine de rien, là je vais pas mal y jouer, mais je pense que c'est un jeu quand même qui va me suivre pendant un moment, donc c'est pas impossible que je vous en parle beaucoup, ou que même à titre d'exemple dans d'autres vidéos, je vous prenne des exemples qui viennent de mes parties de Symbaroum, parce que souvent quand je fais une vidéo, je parle de trucs qui sont liés à ce que je suis en train de faire sur le moment. Donc voilà. Feuilletage.
Donc on est parti pour feuilleter Symbaroum. Alors première chose, je tourne trop vite la page, couverture assez stylée, qui donne le ton, l'ambiance. Désolé pour les reflets, on voit des personnages qui ont l'air encerclés par un mâle ancien qui vient de la forêt de Davokar. On entre, on a un petit texte d'introduction pour se mettre dans l'ambiance, et on arrive sur le sommaire. Donc on a d'abord, ce qui est assez sympa, c'est un bienvenue en Symbaroum, donc c'est du lore concrètement. On commence directement avec à peu près 70 pages pour vous présenter l'univers. Et je trouve que c'est assez sympa parce que c'est pas de l'univers, comment dire, un terme pas trop violent. Je sais pas comment dire. Des fois, il y a des jeux, vous commencez, on vous présente des concepts dont vous n'avez pas forcément besoin au départ. Là, on vous présente, comme vous voyez, des choses activables, des factions et des lieux qui sont au cœur de Symbaroum, de l'univers. On ne parle pas de trucs inutiles, je trouve, et c'est plutôt bien raconté, mais on va le voir après. Ensuite, vous avez les règles pour les joueurs, donc tout ce qui va concerner la création de personnages, etc. Et le déroulé du combat, c'est le truc où il y a, comme dans la plupart des jeux, un petit peu plus de règles compliquées. Mais sinon, les règles sont très très simples. Ensuite, on a le livre du meneur de jeu, avec le bestiaire, des conseils, machin truc, et un scénario. Donc c'est un livre déjà qui est très complet. Ici, on a une illustration magnifique. Voilà la principale raison qui me fait aimer Symbaroum. Je vous explique pourquoi à la fin. Donc illustration qui tue, je crois que c'est du matte painting. C'est Bong qui m'avait dit ça. Moi, je ne connais rien en technique, mais c'est Bong qui m'avait dit ça sur le Discord et j'adore le style personnellement. Et c'est souvent comme ça que vous allez retrouver des grosses illustrations de lieux super stylés. Bon, vous avez des reflets, je suis désolé. On arrive dans Symbaroum vous attend. Donc là, on vous explique grosso modo ce qu'il va vous falloir, qu'est-ce que c'est le jeu de rôle, le monde de Symbaroum en 2-3 mots. On vous explique un peu les concepts du jeu. On vous dit les dés dont vous allez avoir besoin. Donc vous allez avoir besoin de tous les dés. Certains trouveront peut-être que c'est un problème. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'au début de chaque chapitre, vous avez comme ça un mini texte d'introduction qui est sympathique comme tout. Et ensuite, bienvenue à Symbaroum, Symbaroum Boom. Donc on vous dit, on vous présente la partie, et ensuite c'est parti, le retour de la reine. Boom. Événement hyper important de l'univers. Symbaroum, il est présenté vraiment comme une histoire, pas comme un catalogue ou un tour opérateur où on vous dit ah voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais il n'y a pas d'histoire, débrouillez-vous. C'est un jeu qui est imprégné de sa propre histoire. Directement, on voit un monde en mouvement, on a l'impression de lire Game of Thrones, quoi. Ça se lit comme une série, un peu comme une histoire, tout simplement. Donc on a le retour de la reine, donc dans l'univers, il y a eu une grande guerre entre le royaume d'Alberetor et le royaume de Liastra, qui est dirigé par les Sombres Seigneurs. Et la reine d'Alberetor a été capturée par les Sombres Seigneurs, puis libérée. Et ensuite, Alberetor l'a emportée sur les Sombres Seigneurs, et la reine a été propulsée à un niveau de prestige, d'influence hyper élevé. C'est une reine qui a sauvé son peuple, concrètement. Donc le retour de la reine, et ensuite la terre promise, donc Ambria, l'un des endroits où il va se passer le plus de trucs dans l'histoire, le nouveau royaume. Parce qu'en fait, Symbaroum, c'est l'histoire du peuple d'Alberetor qui a vu son territoire ravagé par la guerre contre les Sombres Seigneurs, suite à quoi ils ont tous décidé de traverser des montagnes qui s'appellent les Titans pour aller s'installer au nord, dans un nouveau royaume qu'ils ont appelé Ambria. Ce royaume, c'est la Terre Promise. Là, on a une petite chronologie des événements importants. Alors, un truc que je trouve quand même un peu bizarre sur Symbaroum, chacun s'est fait sa petite théorie sur Internet, c'est que quand même, les événements sont concentrés sur une très petite période, et des fois, il y a des villes qui sont construites dans la trame. On se dit, waouh, les gens, ils ont charbonné. Ce qui peut s'expliquer avec l'histoire et tout, mais on va pas rentrer trop dans le détail, parce que sinon, je vais tout simplement vous perdre. Ensuite, on a le terrain de jeu. Donc c'est une zone assez limitée du monde. On n'est pas là avec 10 000 continents un peu vides. On est dans une petite zone très concentrée où il y a beaucoup de choses. Donc là, vous voyez, c'est les montagnes dont je parlais juste avant, c'est les Titans. C'est les montagnes qui ont été traversées par le peuple d'Alberetor. L'Alberetor est au sud des Titans. Ils ont traversé, ils sont arrivés ici et ils ont fondé leur royaume d'Ambria. Et au nord de ce royaume, qui prend à peu près un quart de la carte en fait, on a l'immense forêt de Davokar qui est vraiment le cœur du jeu. Une forêt qui est peuplée de barbares à ses frontières et qui abrite un empire qui donne son nom au jeu, qui est Symbaroum. Une forêt dans laquelle il y a des tonnes de ruines, d'artefacts, de secrets et de créatures plus ou moins maléfiques et corrompues. Puisque le troisième thème de ce truc, c'est la corruption. C'est le fait que le pouvoir, les objets de pouvoir, etc.,
comportent un risque à leur utilisation et corrompent tout autour d'eux. Donc c'est ça les 3 thèmes, c'est la découverte d'un nouveau monde avec l'Ambria et plein d'intrigues politiques d'Ambria, genre un peu Game of Thrones. Ensuite, deuxième grand thème, c'est la forêt de Davokar en elle-même avec les barbares, la rencontre des civilisations et l'affrontement entre cette nouvelle civilisation et la nature et les anciennes tribus. Et le troisième thème, c'est la corruption qui est cachée dans Davokar et qui teinte tout l'univers et la magie de l'univers. Ensuite, on a toujours des informations sur un peu le monde, la spiritualité, etc. Alors on n'a pas des panthéons super complexes et tout. On a vraiment les grands thèmes qui sont présentés, pratiques culturelles, une prophétie, vous voyez. C'est assez... Quand le jeu veut vous raconter quelque chose, il le fait plutôt bien. Et on verra qu'il y a d'autres choses qu'il fait moins bien après. Mais en tout cas, avec toute cette première partie, on vous raconte un univers qui donne vraiment envie d'être joué. Là, ensuite, on a les factions, donc on a les maisons nobles, donc, comme je vous disais, à la Game of Thrones, un petit paragraphe sur la reine Corinthia dont on a parlé avant. Ici, on a un très bref, peut-être trop bref, aperçu des différents duchés du royaume d'Ambria. Ensuite, on a les clans barbares, de très brèves présentations, peut-être trop brèves une fois de plus, de chaque clan barbare. On présente aussi des personnages importants, par exemple la Uldra, donc la chef des sorcières barbares, le haut chef Taraban, donc un peu le conciliateur des 13 clans barbares, le premier père Jessi Begai, le chef de l'église de Prios, parce qu'on a aussi la religion quand même qui a une place importante dans le jeu. L'église de Prios, c'est l'église du dieu unique du soleil, l'ordonnateur des lois, machin truc. C'est un dieu qui faisait partie de l'ancien panthéon d'Alberetor, et pendant la guerre, on a un peu chassé toutes les autres croyances. On a désigné Prios comme dieu unique, on a oublié le polythéisme précédent, et Prios a été élevé à un statut hyper élevé pour le royaume d'Ambria, etc. Et l'église de Prios qui est divisée entre les théurges, les liturges, donc les gens plus d'église, les Templiers, les Chevaliers du Soleil Mourant qui sont plus le bras armé de l'Église, et les Frères du Crépuscule qui sont plus à une forme à la fois d'inquisition, un ordre monastique avec ses propres secrets, etc. Ensuite, on a de la magie, on a l'Ordo Magica du coup, l'Ordo Magica qui est un peu à la fois l'école de sciences principalement, mais aussi de magie de l'Ambria. Donc c'est une des traditions mystiques du jeu, la magie. On a comme ça plusieurs trucs. On a l'armée de la reine qui nous est présentée, Beremo de Rengol, le connétable qui réside à Indaros, il me semble. Et ensuite, on arrive sur le pacte de fer. Une des dernières factions, c'est grosso modo les elfes, les barbares et tout qui ont fait une sorte de pacte pour défendre la forêt. Je veux pas trop spoil. Elori l'émissaire, donc l'émissaire des elfes à la capitale. Ensuite, on a une petite présentation de Davokar, une fois de plus, avec une illustration plutôt stylée. Il me semble que c'est une illustration de la couverture du Tombeau des Rêves, un des scénarios de la première campagne du jeu. Donc on vous explique qu'il y a un Davokar clair, donc une partie de la forêt qui est un peu moins corrompue, qui est sauvage, où vivent les barbares, etc., mais qui est pas trop corrompue. Petite licence d'exploration, ça c'est sympa, j'aime bien ce genre de truc. Donc ça, c'est les gens qui veulent aller explorer en Davokar, ils sont obligés de payer une licence pour limiter le nombre de gens qui entrent à l'intérieur. Et donc vous avez un peu les tarifs et tout, ça peut être cool en jeu d'avoir une aide de jeu qui vous permet de faire ça. Je divague. Davokar sombre, donc là on entre vraiment plus dans le Davokar où il y a la corruption et les plus grands secrets, etc. Avec cette superbe illustration. Trop classe d'un cavalier qui observe depuis les hauteurs Davokar. Un petit truc sur voyager en Davokar, donc on vous montre à quel point c'est terrible. Simbar, donc Symbaroum, je n'en parlerai pas beaucoup plus que ça. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur Symbaroum, pour ceux qui veulent en savoir plus, mais voilà. Donc là ensuite on a Fort Chardon, donc la ville frontière qui est juste à la frontière de Davokar, qui est une ville indépendante du royaume d'Ambria, dirigée par le maire, qui s'est vu offrir une sorte de titre de noblesse de prince. Et donc il a cette sorte de petite cité qui lui appartient, qui est liée à la couronne, mais qui lui a été donné en récompense, et ça va servir un peu de hub, entre guillemets, pour les futures explorations. C'est vraiment la ville d'où partent la majorité des explorateurs en Davokar, ça fait un peu penser à Deadwood, vous voyez, genre la ruée vers l'or, une sorte de ville champignon un peu. Et donc on vous parle de cet endroit, des mystères qu'il pourrait y avoir, des dangers également. Vous avez une carte avec différents lieux qui vous sont décrits. Il y a déjà de quoi jouer un petit peu. Il y a pas mal de noms de PNJ qui sont droppés. Il y a beaucoup d'informations et c'est là qu'on entre dans quelque chose d'un tout petit peu plus gênant. Comme je vous disais, tout le début et tout, ça vous vend du rêve. Et plus vous allez avancer dans le bouquin et dans la gamme, je trouve, plus il devient difficile de trouver des informations parce que ça fourmille d'informations.
beaucoup d'informations et la maquette aide pas toujours. Et des fois, vous auriez envie d'avoir des réponses dans le livre de base et en fait, elles vont se trouver dans des suppléments de campagne. Et oui. Et donc, ce qui peut se comprendre, parce qu'en même temps, l'univers est tellement développé que tout dans un livre, ce serait un peu ridicule et ça rendrait ça un peu illisible les catalogues. Mais en même temps, des fois, vous êtes un peu frustré et on en reparle en fin de vidéo, mais c'est un truc qui, moi, me gêne. Vous verrez. Ensuite, on a Indaros. Donc, Indaros, la capitale d'Ambria, construite sur les ruines de l'Indaros, une ancienne cité un peu antique. Et donc là, il y a la super illustration trop stylée. Donc là, on est vraiment plus pour jouer du politique. Il y a des tas de quartiers, des tas de factions qui se tirent la bourre. Encore pas mal d'informations. Et ensuite, on a Karvosti, donc le chef-lieu des barbares et d'Avocar un peu, où les clans se rassemblent 2 fois par an, il me semble, pour prendre des décisions, essayer de faire un peu de conciliation entre eux. Notamment avec l'aide du haut chef qui est élu pour l'occasion, qui n'est pas vraiment le chef des barbares. Il ne prend pas toutes les décisions pour les barbares, c'est plus une sorte d'entremetteur, on va dire, des 13 clans. Karvosti, un lieu un peu disputé parce que Ambria a mis les pieds dedans. Et voilà, ça peut être un lieu d'intrigue et une sorte de refuge quand on est en plein d'avocats. Donc voilà un peu pour l'univers, vous avez quand même déjà pas mal d'informations et surtout des informations qui donnent envie de jouer, clairement. C'est pas juste les 150 régions du monde où on vous met toutes les références culturelles possibles réparties un peu partout et ensuite on vous dit « démerdez-vous ». Ensuite on a le livre des joueurs et là déjà la maquette ça devient un peu plus complexe, vous allez voir. Donc on a l'introduction, le rôle des joueurs, c'est cool. Provoquer des situations, l'objectif du groupe, donner vie à votre personnage, des conseils, c'est sympa. Des petits objectifs de personnages, l'objectif du groupe, on vous aide à construire le truc. Et ensuite, comment créer un personnage, et là, la présentation n'est pas folle. Même si on vous explique que dans le jeu, il y a des archétypes, des attributs, des machins, des trucs, la présentation est un peu bizarre. Là, on a la répartition de caractéristiques et tout, donc on a les infos, et leur présentation est pas top. Moi, j'aime bien quand il y a un déroulé de la création de personnage, vous savez, avec les étapes, et ça tient sur une page, voire une demi-page. Comme ça, on voit clairement les étapes qu'on doit passer. Et là, c'est un peu absent. On va tout de suite parler des attributs du coup. Donc le jeu est un jeu en roll under, au D20. C'est-à-dire que vous lancez un D20 et vous devez faire un résultat inférieur ou égal à la caractéristique qui est testée. Et vos caractéristiques, vous allez répartir les valeurs 15, 13, 11, 10, 10, 9, 7, 5. Moi, j'aime bien ce système. Vous pouvez ensuite faire un truc à répartition de points. Moi, je préfère cette répartition classique parce qu'elle vous donne vraiment une force, 75% de chance de réussite, et une faiblesse, 25% de chance de réussite. Et du coup, ça crée des personnages qui vont à coup sûr se retrouver dans des situations un peu difficiles ou briller par moment. Après, 75% de chance de réussite, certains considéreront que c'est pas assez élevé, mais moi je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on a les races. Donc, dans les races, on a les changelins, les barbares, les ambriens, les gobelins et les ogres de base. Et ensuite, vous avez d'autres bouquins qui vous permettent de jouer des elfes, des machins et tout, mais c'est des personnages un petit peu plus difficiles à justifier, en tout cas dans la proposition de base du jeu. Alors, on pourrait se demander pourquoi les barbares, c'est un nom de race. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas excessivement grave, je pense. Ensuite, on a les talents. Donc ça, c'est vraiment un peu les pouvoirs qui vont caractériser votre personnage. Les traditions mystiques, l'ombre de votre personnage, l'équipement. Vous voyez, c'est un peu brouillon. Et on mélange un peu les concepts, moi je trouve. Ensuite, l'argent, la personnalité, l'ordre des trucs est un peu bizarre. Donc déjà là, la maquette, c'est pas fou. Alors après, ici, déjà mieux, créer un personnage, choisir une carrière, attribut, choisir une race, talent et pouvoir. On vous donne les étapes, mais moi, j'aurais préféré les avoir dès le début, en l'occurrence. Mais comme je vous dis, c'est plus un problème de maquette et de position des informations. Parce qu'en vrai, une double page comme ça, c'est vraiment bien. Genre, il y a plein de jeux qui ne prennent pas la peine de vous montrer comment on remplit la feuille de personnage, et ça, c'est bien. Je comprends juste pas pourquoi on l'a pas avant. Ensuite, archétype. Donc là, ce qu'on vous explique, c'est que il n'y a pas de classe dans le jeu. Vous créez le personnage que vous voulez. Donc, on vous donne des archétypes pour vous guider et pour créer des personnages qui sont dans le ton un peu de l'univers. Et donc, vous voyez, on va prendre le berserker. On vous explique vite fait le concept du berserker. On vous dit, voilà les attributs que vous pourriez lui mettre. Voilà le genre de race que vous pourriez choisir pour que ça colle avec l'univers si vous voulez faire un truc pas trop exotique, plutôt dans le thème. Et voilà les talents qui peuvent faire de votre personnage un personnage qui va ressembler à un berserker. C'est plus des guides, des conseils pour pas être paumé. Surtout pour vos joueurs qui ont peut-être moins d'informations sur l'univers que vous. Dueliste, capitaine, à chaque fois avec des illustrations que je trouve personnellement très très cool. Le mercenaire, le chevalier.
Ensuite, donc ça c'était les archétypes de guerriers, mais là on arrive dans les mystiques, donc on va avoir les sorcières. Alors, à savoir que les sorcières ça peut être des hommes ou des femmes, c'est le nom de la faction en quelque sorte. Ensuite on a le conjureur qui est plutôt tourné vers la puissance maléfique. Ensuite on a le théurge, donc là typiquement le prêtre de Prios. Ensuite on va avoir le mage de l'Ordo Magica plutôt. Et ensuite le mystique autodidacte. Très risqué de jouer un mystique autodidacte dans ce jeu, puisque la magie vous fait subir de la corruption, mais vous pouvez être un mystique autodidacte quand même. Ensuite, on arrive sur les personnages plus de roublard. On a le charlatan, le chasseur de sorcières, le malfrat, le chasseur de trésors et l'éclaireur. À savoir qu'avec le guide du joueur, qu'on va pas présenter dans cette vidéo, peut-être à l'avenir, si ça vous tente, et ben on a des archétypes de chasseurs en plus, enfin, il y a beaucoup de personnages différents qui peuvent être créés. Et ensuite, on revient aux attributs. Donc là, on nous redit, voilà, ça c'est la force, la persuasion et tout. Vous voyez, c'est un peu bizarre. On nous parle des attributs une première fois en nous expliquant vite fait le concept. Ensuite, on nous montre une feuille de personnage et on revient aux attributs en nous disant à quoi ils servent. Enfin, la répartition des informations est étrange. On vous explique également les attributs secondaires qui sont calculés, qui sont des dérivés des attributs de base. Il n'y en a pas 50 000, c'est plus vos points de vie et votre résistance à la corruption. Ensuite, on vous explique comment fonctionnent les tests. Pourquoi pas ? Je ne sais pas, c'est bizarre. On se demande pourquoi c'est pas dans les règles après. Ou alors pourquoi les règles sont pas avant la... Enfin, c'est étrange. Ensuite, on revient aux races. Donc là, en fait, on suit un petit peu les étapes qui nous étaient présentées avant, mais l'ordre est étrange. Donc là, on a un ambrien, un barbare, un changelin, qui ont des capacités un peu spéciales, mais le jeu est pas très crunchy. Hein. Concrètement, vous pouvez créer un peu n'importe quel personnage. C'est assez libre, mais il y a quand même des petits talents ratios. Par exemple, ça va pas vous donner des bonus de caractéristiques, des machins comme ça. Vous pouvez vraiment créer un gobelin super fort si vous voulez, il n'y a aucun problème. Si dans vos descriptions vous arrivez à le justifier, pourquoi pas. Et ensuite on arrive aux talents. Donc là les talents c'est le cœur du système de la création de personnages, je dirais, en termes de mécanique. C'est très orienté combat, mine de rien. Ça a été un peu corrigé justement avec les atouts qui viennent dans un autre bouquin. On peut un peu plus donner des petits bonus sur des petites compétences secondaires, si on le souhaite. Mais comme c'est pas un jeu à compétences en fait, je pense qu'ils ne l'ont pas fait au début. Donc les talents, ça va de l'acrobatie à l'alchimie, au berserker, à la connaissance des bêtes. À chaque fois, un talent, il a 3 niveaux. Il a le niveau novice, adepte, maître, qui coûte de plus en plus d'expérience et qui viennent se cumuler et permettre des effets de plus en plus puissants. J'aime bien. En plus, ça fonctionne très bien avec un système de cartes. Il y a des cartes avec le jeu que vous pouvez utiliser en physique. Ça fait comme des petits arbres de talent, quoi, tout simplement. Et à chaque fois, il y a des effets supplémentaires. C'est un peu des coups spéciaux et tout. Donc en vrai, moi, j'aime beaucoup les talents, même si l'équilibre n'est pas forcément au rendez-vous. Personnellement, en connaissant mes joueurs, etc., ça va pas trop me déranger qu'il n'y ait pas un équilibre parfait. Parce qu'ils sont pas dans le min-maxing, etc. Mais ça m'a rebuté pendant un moment de voir des gens sur internet qui disaient que leurs joueurs min-maxeurs, en combinant 3 talents, ils étaient devenus complètement pétés. Et c'est vrai que vu qu'il n'y a pas de classe et tout, vous pouvez faire des combinaisons un peu fumeuses. Mais je trouve personnellement que les talents donnent vraiment un ton à votre personnage. Genre un personnage étrangleur, un personnage guerrier né, un personnage qui a un 6e sens, qui a la récupération, qui a la maîtrise du bouclier, etc. Je trouve que c'est très thématique et ça aide à bien imaginer son personnage, ce genre de talent. J'aime beaucoup personnellement le principe. Vous voyez, ce genre de petit encart comme ça aussi, en termes de maquette, c'est pas toujours facile parce que des fois vous allez avoir fini de lire le livre, vous allez vous demander où vous aviez trouvé cette information et en fait c'est un vieil encart dans un coin et vous allez galérer à le retrouver. Je vais arrêter de râler sur la maquette parce que ça rallonge la vidéo. Et je pense que vous avez compris. Ensuite on parle des traditions mystiques, donc la conjuration, la magie, etc. À savoir que là c'est pas vraiment des règles ici, on sait pas pourquoi c'est là non plus. Ça vous parle du style un peu de tradition mystique qui existe. La magie est très corruptrice dans le jeu. En fait, dans le jeu, vous allez jeter à chaque fois que vous allez lancer un sort, normalement, vous jetez un D4 et c'est des points de corruption que vous cumulez. Et une fois qu'il dépasse un seuil, votre personnage est complètement corrompu. Et en fait, si vous ne voulez pas subir autant de corruption, eh bien, vous allez devoir rejoindre une tradition mystique et utiliser les sorts de la tradition mystique que vous avez rejoint. Parce que ça va vous permettre, grâce justement à des rituels un peu plus perfectionnés, à des pratiques éprouvées, de réduire la corruption que vous allez subir et de prendre moins de risques. Sauf si vous êtes, comme on disait, un mystique autodidacte. Là, vous pouvez lancer les sorts de toutes les traditions. Hein. D'ailleurs, vous pouvez toujours le faire. Mais comme vous n'avez pas de tradition mystique, vous prenez
tarif en corruption parce que vous n'avez pas étudié une tradition pour lancer des sorts. Ensuite, les pouvoirs mystiques qui sont séparés des talents, mais qui en fait fonctionnent grosso modo comme des talents, puisqu'à chaque fois, c'est de la même façon, ils sont divisés en 3 niveaux. Et vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça. Et qu'en plus, ils sont liés à leur tradition, ce qui fait qu'au final, vous n'allez pas avoir 15 000 sorts. Même si vous pouvez avoir des sorts très puissants, vous n'en avez pas 3000. Et je trouve que, personnellement, il y a peut-être des gens qui trouveraient ça dommageable qu'il n'y ait pas plus de sorts, mais moi je trouve que c'est bien parce que ça donne plus le ton en fait de l'univers, je trouve. Ça aide à montrer que voilà, les magiciens, ils ont pas une panoplie de sorts gigantesques, que la magie c'est dû à de longues études. Toutefois, les sorts sont puissants. Alors dans les pouvoirs mystiques, là vraiment dans les pouvoirs mystiques, c'est beaucoup de sorts de combat, encore une fois, comme on disait, avec les talents avant. Et vraiment, les sorts utilitaires, même s'il y en a quelques-uns parmi les pouvoirs mystiques, la magie utilitaire vient vraiment, et ça j'aime beaucoup, avec les rituels. Et les rituels, c'est des trucs qui mettent 1 heure de préparation, qui peuvent vraiment avoir un gros impact sur le scénar et l'approche des problèmes par vos joueurs, parce qu'il y a des trucs très forts, genre asservissement, cercle de magie. Des cercles de magie, c'est des cercles que vous mettez dans le monde pour vous téléporter de l'un à l'autre. Divination pour voir l'avenir, etc. Moi j'adore ce genre de rituel, même si ça peut être galère à gérer, et qu'il faut se mettre d'accord avec vos joueurs, que parfois, peut-être ils vont faire un truc complètement pété, et c'est des règles qui peuvent peut-être se discuter, il faut vraiment adapter les règles à votre style, adopter le truc, mais j'aime beaucoup ce côté, j'ai quelques sorts rapides à lancer, mais sinon, si je veux vraiment des gros sorts utilitaires, c'est des rituels qui mettent longtemps à faire. Je sais pas, ça fait un peu The Witcher, je sais pas comment dire, j'aime bien. C'est plus comme ça que j'imagine la magie de Symbaroum. Ensuite, on a l'équipement, pareil, la maquette un peu galère pour l'équipement, avec pas mal de qualité d'armes. Alors, je trouve que c'est sympa parce que ça fait que les armes sont vraiment différentes. Elles ont vraiment des trucs genre éventreur précis et tout. Chose qu'on pouvait retrouver par exemple dans des Warhammer, des trucs comme ça. Donc que les armes, il y a un choix un peu tactique dans les armes, qu'elles ont différents avantages. Mais la manière dont c'est présenté, parfois, c'est un peu compliqué. À savoir que dans le jeu, donc on a dit c'est du roll under, mais pour ce qui est des dégâts, etc., en fait, vos joueurs jettent les dés de dégâts et vos joueurs jettent des dés d'armure. En fait, théoriquement dans ce jeu, il n'y a que vos joueurs qui jettent les dés. Dans un combat classique, si mon personnage attaque, il jette d'abord les dés pour voir s'il touche. Un peu comme dans un brigandine, son jet de dés peut être modifié par les caractéristiques de l'adversaire. Mettons, je dois toucher avec la caractéristique précision à 13. Bah, peut-être que l'adversaire il a une défense de 2 et du coup je fais 13 moins 2 et je dois faire 11 ou moins pour toucher. Une fois que j'ai touché, je jette mes dégâts. Si je me fais attaquer, je fais un jet de défense modifié par l'attaque de mon adversaire. Donc c'est toujours le joueur qui jette le dé. Mettons, j'ai 13 en défense et mon adversaire il a 2 en attaque, et ben je fais un jet de 11 ou moins pour esquiver. Et ensuite, quand il m'attaque, c'est pas le MJ qui jette les dégâts, c'est moi qui jette mon armure. Tous les jets de dés, c'est pour les joueurs. Et en fait, en face, les ennemis ont des armures fixes et des dégâts fixes, vu qu'ils ne jettent pas les dés, là où les personnages, eux, ont des valeurs volatiles. Donc voilà pour les dégâts. L'armure, pareil, c'est des valeurs en dés. Ici, vous voyez, vous avez les qualités. Et il y en a d'autres qui s'ajoutent, là ça va, il n'y en a pas 50 000. Il y en a d'autres qui s'ajoutent avec les autres bouquins, et il me semble que les qualités n'apparaissent pas dans l'écran du maître du jeu. Moi j'aurais bien aimé. Ensuite on a voilà des exemples de prix, trucs assez classiques, il n'y en a pas trop. Ensuite, règles des joueurs, donc là on vous explique comment on joue, donc il y a des tours, l'initiative est fixe, on départage éventuellement les égalités, donc il n'y a pas de jet d'initiative, les actions de mouvement, c'est assez classique, une action de mouvement, une action simple. Et si je veux pas utiliser mon action simple, je peux faire 2 actions de mouvement, des actions gratuites parfois. Vraiment, rien de bien nouveau sous le soleil, mais ça marche très très bien. Il y a quand même la règle de résistance à la douleur qui fait que si vous prenez trop de dégâts d'un coup, et ça c'est le genre de règle que j'ai tendance à oublier parce que je viens de commencer à jouer au jeu, mais il faut vraiment que j'y pense à chaque fois. Si vous prenez trop de dégâts d'un coup, boum, c'est une sorte de coup critique. Voilà, quelques petites règles, encerclement, les avantages. Alors pareil, dans le genre de règles un peu bizarre, les avantages, c'est un truc qui vient vous ajouter plus 1 des 4 à un GD et tout. Enfin, pas toujours parfaitement épuré les règles, mais ça fait le taf franchement. Ensuite, là, ça par exemple, ça c'est pas mal. Ça, c'est une fiche qui vous récapitule comment fonctionne le combat en une seule page. Ça, je trouve que c'est intéressant. C'est ça que j'aurais aimé voir dès le début de la création de personnage. Ensuite, livre du meneur de jeu. Donc là, on arrive dans la partie MJ. Donc dans la partie MJ, on a voilà, des petits conseils. Demandez aux joueurs de récapituler quand ils galèrent. Acquiescer le plus souvent possible. Surprise désagréable. Incarner les PNJ, blabla. Des petits conseils. Le classico. Meneur de jeu. La résolution de problèmes. Donc là, on vous dit problème simple et tout.
Parfois c'est un peu verbeux, ça vous explique des trucs que peut-être vous savez déjà, et même si vous les savez pas, peut-être c'est un peu long. Enfin, il y a des trucs très instinctifs, je trouve, qui sont expliqués. Ça peut faire du bien, parce que le bon sens a bon dos. Mais personnellement, voilà. Je trouve que il y a peut-être d'autres trucs qui auraient pu être mis en fait. Des conseils plus par rapport à comment jouer dans cet univers spécifique, plus que des conseils généraux parfois. Il y a peut-être quelques switches qui auraient pu être faits, mais ça reste quand même une très bonne partie, je trouve. Surtout qu'on a dit que c'est un livre qui est plutôt clé en main, avec tout. Et donc c'est quand même important qu'il y ait ça. Là, on vous donne des petits conseils pour équilibrer les combats. Alors personnellement, moi, l'équilibre des combats, j'en ai un peu rien à faire. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée d'équilibrer les combats dans un jeu de rôle. Mais on a quand même un petit guide très succinct et sûrement insuffisant. Je crois qu'il y a des gens qui s'étaient plaints, mais ça a été amélioré dans d'autres livres. Temps en jeu, tac, donc bref, des trucs. Là, les règles sur la corruption, un peu paumées dans le bouquin, les règles sur la corruption. On se demande pourquoi elles sont pas dans les règles des joueurs. Peut-être parce qu'on veut peut-être cacher à nos joueurs qu'il y a de la corruption dans le jeu, mais bon, je sais pas trop. J'aurais rassemblé ces règles avec les autres, personnellement. Des règles optionnelles qui sont pas toutes dégueu à étudier. Et on arrive aux règles de campagne. Donc là, voyage et rencontre. Donc là, on vous redonne des trucs pour essayer de faire vivre le jeu un peu plus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en d'avocat clair sombre, l'argent, niveau de risque pour faire des pots de vin. Vous voyez par exemple des règles pour faire des pots de vin. Perso, je trouve que c'est trop. Je l'aurais mis dans un autre bouquin, à la limite, pour vraiment les gens qui veulent ajouter le plus de règles optionnelles. Mais en plus, c'est même pas vraiment des règles. Vous voyez, c'est plus des conseils pour savoir le montant des pots de vin. Je pense qu'il y avait mieux à mettre. En fait, si je suis aussi exigeant avec le jeu, c'est parce que je l'aime vraiment bien. Hein. Vous allez voir à la fin, c'est parce que c'est vraiment un jeu que j'adore. Donc c'est pour ça que ces défauts m'embêtent plus. Ensuite, il y a les artefacts. Donc là, on vous donne quelques exemples d'artefacts, d'objets magiques, à chaque fois avec un coût en corruption quand on les utilise, etc. Ensuite, les aventures. Donc là, on vous explique un peu comment vous pouvez concevoir des aventures, des types d'aventures. Panorama, ce serait plutôt vous créez un lieu un peu bac à sable et il se passe des trucs. Tandis que l'aventure classique, ce serait plus le truc, plus avec des événements, des embranchements, etc. Donc c'est assez sympa de présenter comme ça différents types d'aventures. Des petites techniques de MJ qui sont vraiment pas mal. Et ça, vous voyez, ça, je pensais que l'idée venait de moi. Je pense que j'ai raconté à plein de gens que l'idée venait de moi, mais peut-être que j'ai eu cette idée ici. Je sais pas, de toute façon, l'originalité, ça n'existe pas. Mais ça, je trouve que c'est une très très bonne idée et j'ai envie de le mettre en place dans Symbaroum. C'est les personnages alternatifs. C'est-à-dire que vos joueurs, tout au long d'une campagne, ne jouent pas les mêmes personnages. Et comme ça, vous pouvez leur faire voir des problèmes de différents points de vue. Et dans Symbaroum, je pense que c'est très important. Et j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais je trouve que c'est un très très bon conseil qu'on ne trouve pas dans beaucoup de jeux de rôle et qui permet vraiment de visiter un univers. Jouer différents personnages au sein d'une même campagne et se déplacer dans le monde. Ensuite, le Deus Ex Machina, passage narratif, bref, plein de petits conseils qui sont franchement sympas en fait. Ensuite, on a les monstres. Donc là, on a un bestiaire. Ça fait plaisir. Un livre de base avec un bestiaire qui est plutôt complet. On a des monstres, des morts vivants, des PNJ, on a un peu de tout. Je vais assez vite. Des illustrations qui tuent. Bon, toujours dans un thème très sombre. Si vous n'aimez pas l'ombre, ne venez pas dans Symbaroum. Donc on a plein de créatures pour faire vivre un peu la forêt d'Avocar. Donc c'est vraiment sympathique. Et ensuite la Terre Promise. Voilà, on a un livre complet. La Terre Promise, un scénar qui est ok, qui est pas mal. Enfin, l'idée du scénar est pas mal. L'idée c'est de faire jouer des gens qui sont restés en Alberetor et qui veulent se rendre en Ambria et qui vont donc traverser les Titans. Et comme ça, si vous le faites en premier scénar, ça met vraiment vos joueurs dans la position de gens qui ne connaissent rien à l'univers. Et du coup, il y a cette sorte de lien entre le joueur et son personnage, où il va découvrir tout l'exotisme et l'univers à travers les yeux de son personnage. Et donc, je trouve que c'est une très bonne introduction. Le seul problème du scénario en lui-même, c'est qu'il est un peu... Il veut montrer beaucoup de choses sur l'univers, c'est un scénario d'introduction qui veut montrer beaucoup de thèmes, et des fois c'est un peu tiré par les cheveux, il y a un peu des PNJ qui tombent là pour pas grand-chose, on sait pas trop, la construction est pas toujours folle, mais les idées de scènes, par contre, sont pas mal. Les scènes, indépendamment les unes des autres, sont pas mal. Pourquoi il se passe autant de trucs pendant le voyage avec des personnages aussi différents ? Ça, c'est un peu bizarre, mais les idées sont bonnes, et du coup moi je les fais jouer en le bricolant, en apportant mes propres modifications, et je trouve que ça a bien marché. Il y avait de l'action, il y avait du drama, il y avait des choix moraux, c'était pas mal, plutôt cool. De toute façon, à partir du moment où il y a un scénario dans un bouquin, c'est quand même plutôt une bonne idée. Ensuite, on a un index, et malheureusement, dans les livres suivants,
Il n'y a plus d'index. Il n'y a plus d'index alors qu'il y a une gamme énorme avec plein d'informations réparties en 3000 livres. Et il n'y a qu'un index dans celui-là, me semble-t-il. En tout cas, dans les livres de campagne, il n'y a pas d'index. Et là, vous avez la feuille de personnage qui a de la tronche, je trouve, qui est plutôt bien foutue. Et des petites couvertures d'autres livres de la gamme, comme le guide du joueur, qui vous permettra de jouer des personnages différents, d'amener une nouvelle saveur à votre Symbaroum. Et puis le cours du gardien, le début de la campagne officielle en 6 tomes, super stylé. Bref, on a fait le tour de Symbaroum. Donc voilà pour ce petit feuilletage de Symbaroum. J'espère que ça vous a plu. Désolé s'il y avait des reflets et tout. La technique n'est pas au point. Mais si vous voulez mieux voir les illustrations, tapez Symbaroum, allez sur Pinterest et tout. Vous allez en prendre plein les yeux. C'est magnifique. Et donc ce que j'aime, sans surprise, eh bien du coup la première chose que j'aime c'est l'aspect graphique du jeu. Pour moi, les illustrations d'un jeu, je l'ai déjà dit dans une vidéo qui s'appelait Les illustrations dans le jeu de rôle, je crois. Une petite vidéo que j'avais fait à peu près à la même période l'année dernière. Pour moi, les illustrations dans un jeu de rôle, c'est hyper important en fait. Parce que je suis quelqu'un de visuel, je pense, pour décrire, etc. L'univers à mes joueurs, j'ai besoin de ces illustrations, ça m'aide vachement. Et le fait qu'il y ait une telle cohérence dans les illustrations, que le style soit le même d'un bouquin à l'autre, etc., ça donne son caractère à l'univers. Et donc, les illustrations de Symbaroum définissent pour moi en grande partie l'univers de Symbaroum et je trouve que c'est super beau. Vous avez des panoramas incroyables, une sorte de gigantisme. S'il joue pas énormément sur les couleurs, enfin qu'on pourrait trouver un peu terne, que la palette graphique, la palette de couleurs n'est pas immense, même si au fur et à mesure des livres, il y a un peu plus de couleurs, bah ça donne le ton un peu dark et un peu flou qui laisse justement le fait que toutes les lignes soient pas parfaitement définies permettent de rêver un peu. On a un peu l'impression des fois de voir un songe, et ça j'aime beaucoup. Et en fait, les contrastes vont plus venir du coup dans l'échelle. Vous avez des fois des tout petits personnages face à des trucs gigantesques. Vous avez des monstres exotiques énormes et tout. Et genre ça, j'aime beaucoup. Bah ça pour le coup, ça me fait penser à Princesse Mononoke, les animaux géants de la forêt. Je trouve que c'est super classe. Donc vraiment, les graphismes, important pour moi. Deuxième truc que j'aime beaucoup, même si c'est une relation un peu amour-haine, je dirais. Enfin, pour l'instant, ça va parce que je viens de commencer à jouer, donc je suis peut-être encore dans les a priori, mais c'est le système. Le système, j'aime bien, c'est du roll-under, donc c'est très très simple. Les joueurs ne font pas beaucoup de calculs. J'aime beaucoup le fait que ce soit les joueurs qui jettent toujours les dés, ou quasiment toujours, parce que moi, de temps en temps, en tant que MJ, je bricole les règles. Et parfois, je fais un petit jet de dés moi-même, pour qu'il y ait un peu plus d'aléas dans les PNJ, puisque normalement, ils ont des valeurs fixes. Mais sinon, c'est toujours les PJ qui jettent les dés. J'adore le côté talent, je le disais dans le feuilletage. J'aime bien le côté pas de classe, mais des talents qui sont vraiment caractéristiques, genre des pouvoirs qui ont une évolution. Alors bon, des fois, on retrouve des patterns qui sont un peu les mêmes, genre c'est des petits bonus mathématiques qui sont pas forcément intéressants. Mais je trouve qu'en général, chaque palier d'un talent, novice, adepte, maître, vient vraiment ajouter quelque chose au personnage. Un petit coup spécial, un petit truc qui, je sais pas, qui lui ajoute un petit peu de saveur, un peu de spécificité. Problème du livre de base, c'est que les talents sont très 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 orientés combat, mine de rien. Même si on vous invite à, ne serait-ce que dans l'intitulé du talent, y voir quelque chose de mécanique. C'est-à-dire que si j'ai le talent acrobatie, normalement ça me permet d'éviter des attaques d'opportunité, des trucs très très combat. On vous invite par exemple à donner un bonus à celui qui a acrobatie lorsqu'il veut grimper à un mur par exemple. C'est pas spécifiquement dit dans les règles en fait, donc de base les talents sont très combat, mais avec le guide du joueur qui vient après, on vous propose les atouts, des trucs qui coûtent un peu moins d'XP, qui donnent des petits bonus un peu plus circonstanciés, qui permettent de donner un petit peu de spécificité hors combat à votre personnage. Mais en fait de base déjà les caractéristiques du jeu, caractéristiques de base, les 8 ou 7 ou 8 caractéristiques donnent vraiment la plupart des outils pour faire le truc. C'est juste un besoin que moi j'ai. Mais que des gens qui aiment les systèmes de jeu très simples, avec pas trop de détails différents mécaniquement sur le personnage, s'en foutent. Ce que j'aime un peu moins dans le système, c'est potentiellement les déséquilibres qui peuvent être créés, le fait qu'à partir d'un certain moment, certains monstres n'arriveront même plus à infliger de dégâts à vos personnages, et du coup le fait que le système, peut-être sans vous en rendre trop compte, d'un seul coup vous pouvez passer d'un simple changement de talent, d'un personnage qui était très dans le ton, alors héroïque mais pas trop fort, qui est quand même petit dans l'univers et qui a la peur au ventre, qui prend des risques, à un personnage très très fort. La transition peut être un peu brutale, et c'est pas toujours dans ma vision du jeu je pense. Moi je vois quand même Symbaroum dans un jeu où même si vous pouvez être un héros qui va foutre des patates et faire des trucs de ouf, il devrait pas devenir le maître du monde quoi. Et en combinant certains talents, on se dit qu'on peut se retrouver dans des situations vraiment étranges, et du coup faut bricoler. Donc bref, système que j'aime bien, même si j'ai encore un peu de retenue dessus, mais
en même temps pas beaucoup de recul dessus. Donc à prendre avec des pincettes. Petite parenthèse, ça m'arrive souvent, effectivement, quand je regarde un jeu, de regarder sur les Reddit, les trucs comme ça, ce que pensent les gens du système. Et pour tous les jeux, il y a des gens qui trouvent des déséquilibres. Et du coup, en fait, je pense que c'est une sorte de biais que j'ai. Parce qu'en fait, aucun système ne plaît à tout le monde. Et du coup, je vois ces défauts parce qu'on m'en parle. Comme vous-même, vous êtes en train de regarder cette vidéo et peut-être que vous allez dire « Ah ouais, ce défaut-là, c'est quand même un truc qui fait que j'aimerais pas trop jouer à ce jeu. » Alors qu'en fait, vous devriez plutôt vous faire votre propre avis. Troisième truc que j'aime beaucoup dans le jeu, et pareil, amour-haine, c'est que c'est un jeu où il y a beaucoup de conflits et qui est très rempli. Je sais pas comment dire. Le fait qu'il y ait beaucoup de conflits, c'est vraiment bien. C'est vraiment un truc qui manque dans plein d'univers de jeux, je trouve. C'est que vous ayez une sorte de d'univers un peu vide, figé, où on sait pas trop ce qui va se passer après, et c'est à vous de l'inventer. C'est pas forcément gênant, mais en fait, dans ce cas-là, moi je préfère avoir tout simplement un système de jeu et créer mon propre univers que de jouer comme ça dans un univers un peu figé qui me dit pas grand-chose. Alors que dans Symbaroum, dès que vous commencez à lire le bouquin, des tonnes de conflits sont en place. Il y a les barbares et la civilisation, il y a les chasseurs de trésors et les gens qui protègent la forêt. Il y a l'église de Prios, la corruption, les familles nobles qui se tirent la bourre. On arrive dans un endroit vivant, on vous lâche dans un truc où il se passe plein de choses. Ça peut être overwhelming, comment on dit, imposant, ça peut faire peur. Et c'est pour ça que j'ai pas joué pendant longtemps au jeu. Parce que je me disais, je vais pas réussir à rendre le jeu aussi bien que je me l'imagine. Et ce qui renforce ça, et c'est là où je trouve que c'est un défaut, parce que jusque-là pour moi c'est une qualité. Ce qui renforce ça, c'est le fait qu'il y ait un mauvais dispatchage des informations et qu'il y ait beaucoup de secrets. C'est un jeu quand même à secret un peu, ce qui m'attire pas beaucoup de base. Et c'est un jeu où il y a des secrets dans toute la gamme et dans les différents bouquins. Et du coup, quand vous voulez vous faire une sorte d'image mentale du jeu, avec le livre de base, vous allez être un peu en manque si vous voulez vraiment coller au setting. Si vous avez aucun problème pour péter le setting et juste créer vos trucs dans l'univers, allez-y, il n'y a pas de soucis. Moi, j'avais vraiment envie de faire vivre l'épopée et de faire vivre la campagne. Et du coup, il y avait beaucoup d'informations. Et ça m'a bloqué pendant un moment. Et aussi le fait que parfois, il y a des morceaux d'univers qui sont décrits dans des règles. Et du coup, que la répartition des informations soit un peu fouillie. Ça fait que vous vous perdez dans le nombre d'informations. Et il m'a fallu des lectures pour commencer à me sentir un peu confiant et me dire là, je vais réussir à donner la saveur du truc, quoi. Et du coup, pour donner le défaut, vraiment, c'est la maquette. Mais j'en ai déjà parlé plein de fois dans le feuilletage. Ce truc de... J'aimerais bien savoir ce que c'est vraiment la corruption. Qu'on me le dise vraiment dans le livre de base, genre en mode secret du MJ. Pour que même si j'ai pas les livres suivants, je puisse vraiment coller à l'univers en attendant que les suppléments sortent. Pareil, vous avez des races qui ont des mystères que vos personnages peuvent incarner. Et vous, en tant que maître de jeu, vous ne connaissez pas forcément le mystère de cette race avant d'avoir eu le supplément de campagne qui arrive après. Et ça, pour moi, c'est un défaut. Parce que très certainement que si mon joueur, il prend cette race, c'est parce que justement, en partie, elle est entourée de mystères, et du coup, il a envie de pouvoir découvrir ça, et moi, je peux pas lui donner la réponse canon de l'univers, en tout cas la réponse officielle, parce que je ne l'ai pas, tout simplement. Donc c'est soit je vais utiliser une information que j'ai inventée moi-même, et du coup, ça collera plus forcément avec la suite de la campagne, et je devrais faire plein de bricolage, soit je fais une sorte de rétention d'informations, et c'est un peu embêtant, parce que je vois que mon joueur, c'est ça qui l'intéresse, et j'aurais aimé explorer ça, et pouvoir le faire dès le début. Mais en même temps, je pense que c'est un défaut au bout d'un moment. Il faut bien se rendre compte que c'est très difficile, même pour ceux qui conçoivent le jeu. Parce que eux, ils écrivent au fur et à mesure. Ils n'ont pas tous les livres écrits d'avance. Il y a certainement des réponses à des questions qu'ils n'ont pas quand ils commencent à sortir le jeu. Et même pour eux, ça doit être fun de trouver des réponses au fur et à mesure. J'en sais rien. Et puis surtout, si, avec un univers aussi complet, si vous deviez mettre toutes les informations importantes en un seul livre, ce livre serait désagréable au possible à lire, ou énorme, et ça deviendrait le gros catalogue que justement je n'aime pas lire non plus. Comme dirait Tapis, comme diraient les auteurs, je dirais que c'est peut-être un choix d'auteur. Pour moi c'est un défaut, mais c'est un choix d'auteur, je ne sais pas. Bref, voilà pour Symbaroum, donc un jeu que je trouve très cool, qui en plus vient avec plein de matériel de jeu, des illustrations trop classe. Un autre petit défaut, c'est que même si je trouve que la qualité des ouvrages en français est très cool, il faut quand même pas mal attendre quand on pledge pour avoir Symbaroum en français. Des fois, c'est un petit peu énervant. Je dis vague. Et plus que vague, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Comme je vous disais, n'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à l'Antre du Guerrier, ou en tout cas à la bêta de l'Antre du Guerrier. Je vous mets le lien en top commentaire. Il reste que 3 places. Je sais pas à quelle heure exactement cette vidéo va sortir.
Mais bon, allez voir s'il en reste. N'hésitez pas à rejoindre le Discord non plus, à me dire si vous avez joué à Symbaroum, ça m'intéresserait, vos retours, comment vous voyez le jeu. Et puis je vous en reparlerai très certainement à l'avenir. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Passez une bonne semaine. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous êtes en pleine partie de jeu de rôle, bon jeu. Bref, ciao.